Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan culturel et ça sera celui du mois de juin. Et il y a pas mal de choses que j'ai vues, visitées, etc. Donc ça risque d'être un petit peu long. Donc n'hésite pas à prendre un truc à manger, un truc à boire ou je ne sais quoi. Parce que j'ai bien visité pas mal de musées avec la réouverture qui a eu lieu en mai. Donc il y a pas mal de choses. Déjà, on va commencer par les films. J'ai regardé le nouveau Disney qui est Raya et le dernier dragon. Donc, on est dans un lieu où le pays est scindé en plusieurs pays parce que il y a eu un événement qui a fait que les dragons ont disparu. Parce qu'il y a eu une espèce de malédiction, si je me souviens bien. Que les dragons ont essayé de combattre au mieux, puisque c'est un monde qui était composé d'hommes et de dragons. Mais le souci, c'est que après cet événement, les dragons ont disparu, ont un petit peu sauvant l'humanité, et il reste qu'une pierre magique qui est conservée par l'un des pays. Et donc t'as plusieurs du coup petits pays qui se sont scindés et qui se font un petit peu la guerre pour obtenir le pouvoir de cette pierre. Et donc tu vas voir divers événements qui vont amener la fameuse Raya, qui est du coup la princesse d'un de ces pays, parce qu'on va appeler ça une princesse, c'est la fille du chef quoi, d'un des pays qui va tout faire pour retrouver le dernier dragon et faire certaines choses, parce que j'ai pas envie de t'enlever tout le début du film, même si c'est pas le principal du film, j'ai pas envie de t'enlever ça, donc c'est pour ça que je reste un petit peu vague. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, surtout que chaque pays est inspiré d'un pays d'Asie de l'Est. Donc moi, j'ai quand même pas mal aimé là-dessus. J'ai trouvé que les décors étaient vraiment hyper beaux, j'ai beaucoup aimé l'animation aussi. Par contre, à un moment, il y a une scène avec plein de dragons qui m'a fait vraiment penser à Mon Petit Poney, si tu es de ma génération et que tu te souviens de ce dessin animé. Donc ouais, à ce moment-là, j'étais un petit peu en mode ça fait un petit peu très Petit Poney vibe, mais bon, rien de bien méchant, moi je te le conseille, il est très mignonnet, il est très sympathique. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai regardé le film sur Harley Quinn que je n'avais jamais vu, donc avec Margot Robbie qui joue Harley Quinn. Alors je l'ai bien aimé, et surtout que ça permet à l'univers d'ici d'amener un petit peu plus d'humour que dans ses films habituels, puisque en gros t'as Marvel, genre les Avengers, etc. et t'as DC Comics. DC c'est souvent très sombre, très psychologique, etc. Et là justement avec ce film-là, ça permet voilà, d'avoir une touche un petit peu plus fun et humoristique dans l'univers DC, donc ça fait pas de mal. Surtout que donc là tu vas suivre en fait les aventures d'Harley Quinn qui vient de rompre avec le Joker, donc c'est vraiment un mess. Et comment dire, elle tente de dealer avec sa rupture comme elle le peut, mais bon, c'est Harley Quinn, donc elle va pas le gérer de la même manière que toute personne normalement constituée. Et puis elle va se retrouver dans une affaire qui va faire que, voilà, il va y avoir de l'action, etc. Donc moi je l'ai bien aimé, franchement il était fun à voir, donc je te le conseille aussi. Ensuite on va passer à un truc beaucoup moins fun qui est le film Believe Me, qui est en fait tiré de faits réels où une jeune fille se fait, enfin déjà une jeune fille qui vit dans une famille pas forcément très ouf et qui subit des abus, qui va se retrouver kidnappée par un homme, et on apprend, j'essaie de pas te spoiler, mais en gros elle se fait kidnapper par un homme, elle arrive à s'en sortir. Elle va à la police pour dénoncer tout ça, sauf que la police a du mal à la croire parce que elle raconte beaucoup de détails, elle a retenu beaucoup de choses qui, en temps normal, quand t'es dans un état de choc et quand t'es dans une situation comme ça, tu as du mal à retenir. Sauf qu'elle, elle a vraiment des capacités d'enquêtrice et de policière
qui font que elle a déjà retenu plein de choses parce que elle savait qu'il y avait un truc de merde qui allait lui arriver quoi, et du coup elle a essayé de retenir le plus d'informations possible pour pouvoir coincer cet homme. Donc c'est inspiré de faits réels. Évidemment, alors du coup le film il se découpe en plusieurs parties. T'as la partie où tu découvres un peu la vie de la jeune fille, la partie où elle se fait kidnappée, donc tu la vois avec son ravisseur, etc. C'est un passage qui est quand même assez lourd parce que forcément il y a des violences sexuelles, il y a des abus psychologiques, etc. Enfin voilà, elle s'est fait kidnapper par un monsieur très louche quoi, donc c'est vraiment pas fun, ça peut être dur à voir si c'est des sujets qui sont sensibles pour toi, mais moi j'ai trouvé que c'était un petit peu dur par moments où j'étais là en mode je vais peut-être passer 10 secondes là parce que c'est un peu dur, tu vois. Et après tu as toute la phase où, où t'as l'enquête de la police et où elle a réussi à s'en sortir, etc. et où elle raconte tout à la police. Donc moi j'ai trouvé que c'était quand même intéressant, surtout le découpage où tu sais en fait ce qui lui est arrivé et tu vois au début l'équipe policière qui a du mal à la croire et qui veut pas la croire alors que toi t'es derrière ton écran en mode mais si elle a eu ça, croyez-la, tu vois, donc c'est pour ça aussi que le film s'appelle Blood With Me. Donc moi je te le conseille, mais attention il y a quand même, voilà ça peut être un peu lourd, donc si t'es pas dans un très bon mood, peut-être à ne pas regarder. Ensuite, on va passer aux séries et comme d'habitude, je regarde en bas mes notes. J'ai regardé la saison 13 de RuPaul Drag Race, qui est du coup un concours de drag queen que j'aime beaucoup regarder parce que c'est extrêmement fun, c'est très divertissant et du coup je regardais ça pendant que j'écrivais mon mémoire. C'est l'émission, j'écris mon mémoire avec. Comme ce qu'il y a chaque mois en ce moment, il y a toujours une série où je te dis série ou un film où je te dis je l'ai regardé en même temps que je faisais mon mémoire. Là c'était RuPaul Drag Race, donc voilà, une compétition de drag queen, j'ai pas grand chose à te dire, surtout que je t'en ai déjà parlé dans d'autres bilans culturels, donc je vais pas nécessairement revenir dessus. Ensuite, j'ai regardé la dernière saison de Elite. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu que les 2 premiers épisodes de la saison 3 et que j'avais abandonné. Mais comme sur TikTok, je voyais tout le temps des gens parler de la saison 4 d'Elite, je me suis dit bon vas-y, on va regarder la saison 4. Sans finir la saison 3, bien entendu, bravo à moi. Est-ce que j'ai bien aimé? Comment dire? C'est divertissant, mais c'est vraiment pas ouf. Voilà, tout simplement. Et encore divertissant. J'ai vraiment pas trop aimé, on va dire que... Bah, y a beaucoup moins le côté enquête qu'il y avait dans les premières saisons. C'était vraiment pas ouf. Enfin, désolée pour ceux qui aiment beaucoup Elite, etc. Mais j'ai pas trouvé ça ouf du tout. C'est beaucoup de cul. Beaucoup. Et du coup, bah, la narration et le fil directeur de toute la série et de toute la phase un peu enquête qu'il y a généralement, bah c'est pas vraiment là et on s'intéresse plus aux relations amoureuses et sexuelles des ados et puis voilà, donc j'ai pas nécessairement aimé cette saison là. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Voilà. Ensuite, j'ai regardé la série française Mixte, qui est une série que je te conseille fortement. La série Mixte, c'est une série qui se passe dans la campagne française en 1963, il me semble, où pour la première fois, un lycée va devenir mixte et donc va accueillir des filles et des garçons. Donc forcément, ça fait un peu de scandale, c'est une nouveauté, il y a des professeurs qui étaient contre, d'autres qui étaient pour. Forcément, voilà, on est dans les années 60 en campagne, donc les mentalités ne sont absolument pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et ça te permet un peu de voir tout ça, et même si au début tu t'intéresses justement à l'intégration de ces filles dans un lycée, avec des garçons et bref inversement, tu vas aussi t'intéresser à des personnages du corps professoral, que ça soit la prof d'anglais, l'infirmière, le surveillant général, etc. qui font que tu vas t'attacher à la fois aux élèves et à la fois au corps professoral. Donc voilà, ça va aborder divers sujets, que ça soit les fausses couches,
l'homosexualité, surtout dans ces années-là, en campagne c'est un petit peu compliqué, la pression à se marier, aussi la place des femmes à l'époque, hein, comment elles étaient perçues et comment elles galéraient beaucoup pour faire ce qu'elles avaient envie de faire. Donc voilà, pour en avoir parlé à ma mère de cette série, qui est née en 61, donc qui a plutôt vécu dans les années 70-80 à la campagne, il y a beaucoup de choses, elle m'a dit oui, non mais c'était toujours comme ça à mon époque, donc bon, ça fait un peu peur. C'est là où tu vois qu'il y a quand même eu du progrès, il y a toujours des choses à continuer de faire, mais il y a du progrès, on y croit, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes qui vont être très touchantes et des scènes qui vont être très révoltantes quand t'as un point de vue contemporain, forcément. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était une très bonne série, on s'attache vraiment aux personnages. On a envie... Normalement, je crois qu'il y a une saison 2 qui va sortir et j'ai hâte de la voir parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis même, tu vois, t'es plongé dans ces années-là, que ce soit au niveau des lieux, des vêtements, des sujets étudiés en classe, même si, voilà, t'entends pas trop, mais de temps en temps, t'entends un petit peu ce qui se passe dans leur programme, etc. Il y a aussi le prof de latin qui est paniqué parce que le latin ne sera plus obligatoire. Donc voilà, non, c'était vraiment très sympathique à voir. Et je trouvais qu'elle était vraiment bien faite et que après chaque épisode, t'as envie de continuer, etc. Donc vraiment, je te la conseille beaucoup celle-là. Ensuite, on va passer au documentaire. Donc j'ai regardé le documentaire sur Britney Spears. Ça doit être Framing Britney Spears, quelque chose comme ça. Je pense que t'en entends beaucoup parler en ce moment parce que, donc si tu n'es pas au courant, Britney Spears est depuis 13 ans, quelque chose comme ça, sous la tutelle de son père, ce qui fait qu'elle ne peut pas gérer son argent. Et c'est Britney Spears, donc elle a beaucoup d'argent. Elle peut pas décider... en fait... Elle peut pas vivre librement, elle est obligée à chaque fois de demander pour faire une action, donc elle peut pas se marier, elle peut pas avoir d'enfants, elle peut pas juste, je sais pas, aller en boutique s'acheter un vêtement, elle est obligée de tout dire, etc. Donc voilà, c'est une situation un petit peu compliquée. Et puis t'as dû peut-être en entendre parler aussi avec la vidéo de Seb, qui en avait justement très bien parlé. Et puis t'as un mouvement aussi qui est né, qui s'appelle Free Britney, qui soutient Britney là-dedans, dans sa situation. Et récemment, Britney a voulu se libérer de sa tutelle et cette demande a été malheureusement refusée. Donc c'est un documentaire qui est fait par le New York Times, donc avant l'événement où elle a essayé de se libérer de sa tutelle, qui t'explique un peu tout ça, qui t'explique un peu toute la carrière aussi de Britney Spears, de comment elle a été harcelée médiatiquement du début de sa carrière jusqu'à la date de parution de ce documentaire. Je ne sais plus quand c'était, mais voilà, donc je te le conseille vraiment, ça retrace bien tout et si t'as pas Prime par exemple, tu peux regarder la vidéo de Seb qui t'expliquera très bien tout ça. Voilà. Ensuite j'ai regardé le documentaire Wonder Boy, qui est un documentaire sur le créateur de mode Olivier Rousteing, qui est du coup à la tête de la maison Balmain, si tu connais un petit peu, qui, donc Olivier Rousteing est né sous X, a été adopté par deux parents français et du coup c'est un documentaire où tu le vois qui essaye de lui chercher ses origines et de comprendre d'où il vient et du coup il entame aussi des procédures pour retrouver ses parents biologiques. Donc tu le suis là-dedans mais en même temps tu le suis dans sa solitude, dans ses questionnements, etc. Et c'est plus basé sur l'homme, Olivier Rousteing, que plus sur le créateur, même si tu vois un petit peu de défilé, des backstage en coulisses, de quand il prépare les collections, etc. Tu vois surtout Olivier Rousteing en tant que personne, plus qu'en tant que créateur de mode, ce que j'ai trouvé très touchant et très intéressant. Et plus humanisant aussi du coup parce que tu sais généralement les documentaires de créateurs de mode on te dit ah le génie blablabla, sa collection révoltante blablabla, il a révolutionné la mode blablabla, et là on a un côté vraiment beaucoup plus humain et où on suit
il me semble que ça a dû être tourné pendant 1 an, quelque chose comme ça, donc on le suit pendant une année. Et du coup, ouais, c'était vraiment très intéressant à voir. Donc voilà, je te le conseille aussi, du coup. Ensuite, rien à voir, mais j'ai regardé un documentaire Arte sur le château de Guédelon, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un projet de construction de château, mais à la manière dont on le faisait à l'époque. Donc c'est un château qui se construit depuis des années et des années. Moi j'y étais allée quand j'étais toute petite pour visiter. Donc c'est pour te dire, ça commence à dater parce que j'étais bien mineure. Donc je sais pas, j'étais pas bien vieille, je devais avoir, je sais pas, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Peut-être moins même, alors que maintenant j'ai 22 ans. Donc voilà, et il est toujours pas fini. Dans le documentaire, on suit l'équipe qui est en pleine construction, qui évidemment, ils veulent créer comme à l'époque, bah forcément, ils sont obligés de faire des recherches historiques et archéologiques pour savoir si tel élément existait dans les châteaux de l'époque, comment on construisait tel élément dans les châteaux de l'époque, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir ça, sur comment tailler la pierre, comment créer le bon pigment, comment créer les fenêtres qui correspondent à l'époque, etc. etc. Parce que... donc voilà. Donc c'est très intéressant, si tu t'intéresses à ce genre de sujet, je te le conseille, pourquoi pas. Ensuite on va passer à la phase visite de musée, et là il y a pas mal de choses à dire. Alors, on va commencer par le musée Carnavalet qui vient de réouvrir, qui était en travaux, qui a commencé ses travaux quand j'étais en L1, si je me souviens bien, et qui a enfin réouvert. Il est gratuit, donc n'hésite pas à y aller. Et en fait, le musée Carnavalet, c'est le musée de l'histoire de Paris, de la préhistoire jusqu'à notre époque. Donc quand même, ça fait beaucoup. Et les collections sont tout simplement magnifiques. Vraiment, j'ai kiffé. Beaucoup. Notamment, il y a le décor de la bijouterie de Fouquet qui a été remonté au sein du musée Carnavalet. C'est un décor qui a été fait par Mucha, donc Art Nouveau, donc moi forcément très contente de voir ça, je te mettrai des photos sur le côté, voilà. Donc j'ai trouvé ça très sympa, les collections sont hyper riches, il y en a du coup pour toutes les périodes, donc voilà, même les intérieurs des appartements sont magnifiques, genre avec des peintures, des moulures. L'escalier central qui est magnifique parce que tout en haut t'as une énorme fresque qui est sublime aussi. Donc moi je te conseille vraiment, surtout si tu veux en apprendre plus sur Paris, sur ses débuts, donc vraiment à l'époque limite préhistoire, tu vois, il me semble oui, qu'il y a des artefacts de la préhistoire, donc n'hésite pas. Moi je me suis beaucoup amusée aussi à faire comme de l'impression de monnaie, mais du coup là c'était sur papier. Ça m'a beaucoup fait rire de faire ça. Faut bien appuyer, si tu y vas, faut vraiment appuyer fort sur la manette, bref. Mais voilà, ça m'a beaucoup fait rire de faire ça. Il y a aussi pas mal de dispositifs numériques, voilà, pour voir par exemple le plan de la ville de Paris à différentes époques, etc. Donc franchement, j'ai trouvé qu'il a été très bien réaménagé. Et je dirais par contre juste que parfois, comme il est très grand, ça peut être un petit peu compliqué de s'y retrouver dans les étages et de suivre vraiment le bon parcours, surtout avec le Covid et tout, tu peux pas vraiment te déplacer librement. Mais vraiment, j'ai adoré ce musée que je n'avais jamais pu faire, vu qu'il était fermé quand je suis arrivée en L1. Donc voilà, donc je te le conseille vraiment. Ensuite, je suis allée faire l'exposition Luxe au musée des arts décoratifs parce que il y avait une Hispano Suiza que je voulais absolument voir. Rapport à mon mémoire comme d'habitude, mais en fait c'est une automobile qui correspond pas à ma période vu qu'elle est plus dans les années 20-30, mais c'est pas grave, c'était intéressant quand même. Et du coup c'est une exposition qui va revenir sur la notion de luxe, parce que forcément le luxe de nos jours et le luxe, je sais pas moi, à l'époque gréco-romaine, c'est pas la même chose, hein, on va pas percevoir les choses de la même façon. Par exemple, à certaines époques, je sais pas, des fruits comme la poire, c'était un truc hyper luxueux, aujourd'hui,
bon, pas tellement. Donc du coup ça va revenir sur cette notion, sur à chaque époque, qu'est-ce que c'était que le luxe, et ça va arriver jusqu'à nos jours, notamment avec la mode, ce genre de choses, la joaillerie, etc. Donc c'était une expo qui était assez grande, spacieuse, sauf pour les premières salles, mais assez spacieuse quand même, qui est très intéressante. C'est une exposition qui t'expose de très belles pièces, mais qui va pas nécessairement prendre de parti ou s'engager. C'est une expo un peu neutre, même si les musées ne sont jamais neutres, je tiens à le préciser. Mais les pièces sont magnifiques, c'est très joli. Et puis voilà, t'en apprends un petit peu plus sur chaque période. Et puis aussi, en passant dans cette expo, tu peux voir les réaménagements de certaines salles. Notamment, je pense à celle-là, je n'ai plus son nom en tête, avec voilà, des grandes boiseries, etc. Art nouveau et une énorme fresque aussi. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, notamment si t'aimes la mode, surtout pour la partie de la fin, ça peut t'intéresser. Ensuite, je suis allée voir la carte blanche d'Anne Imhoff au Palais de Tokyo. Donc là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus contemporain et c'était très intéressant à vivre parce que du coup, t'as des grandes installations où toi, t'es plus petit dedans, donc forcément, t'as une espèce de sensation de grandeur de la structure et toi, t'es un petit peu écrasé. Tu vas avoir un petit peu d'angoisse parfois parce qu'il y a des installations qui font peur. Genre, je pense notamment, j'essaierai de te mettre la vidéo avec le son. Mais du coup, t'es dans un espèce de passage sinueux et t'as une musique qui te suit pendant que tu marches et c'est pas une musique très joyeuse, très fun. Du coup, t'es un petit peu angoissée. Elle a en fait déstructuré le palais de Tokyo, donc tu vois vraiment l'ossature de l'architecture, en plus de son réaménagement avec diverses installations, et puis évidemment d'autres artistes sont présents là-dedans, et voilà. Alors du coup, moi j'ai trouvé ça intéressant. Si t'es réfractaire à l'art contemporain, c'est pas forcément le meilleur truc, mais ce que je trouve qui est toujours bien au Palais de Tokyo, c'est que la médiation est quand même bien faite. Et surtout, il me semble que les médiateurs, si tu réserves à l'avance, sont gratuits, et si tu veux un petit peu t'initier voilà, à l'art contemporain, à l'art actuel, pourquoi pas faire ça. Voilà, moi personnellement j'ai beaucoup aimé explorer les recoins, les machins et tout. Moi c'est le genre de truc que j'aime bien et qui change un peu des expositions plus classiques où tu te déplaces d'œuvre en œuvre à lire des cartels. Ensuite, j'ai fait visiter à mon copain une toute petite partie, enfin une toute petite, non on en a quand même fait beaucoup, une partie du Louvre. Je vais pas nécessairement revenir sur le Louvre parce que je connais le Louvre, enfin voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Forcément de très belles œuvres, tu peux, en vrai profites-en tant qu'il y a les jauges Covid etc pour aller au Louvre parce que du coup il n'y a pas encore tous les touristes. Donc du coup c'est un peu plus aéré que d'habitude, même s'il y a quand même du monde. Il semble que certaines salles sont fermées, je ne sais plus, ou certains passages pour passer d'une aile à l'autre. Donc voilà, renseigne-toi, mais c'est un peu le moment d'y aller tant qu'il n'y a pas encore tous les touristes et qu'il y a encore les jauges. Je crois qu'il y a peut-être plus les jauges, je ne sais plus où on en est au niveau mesure, donc voilà. Et ensuite, on va passer à un gros dossier qui est l'ouverture de la Bourse du Commerce Fondation Pinault. Donc, je savais que cette fondation allait ouvrir, et puis évidemment en me baladant, donc voilà, j'avais voulu réserver et tout, j'ai vu que plein de créneaux étaient complets, et en me baladant sur TikTok, je voyais de plus en plus de TikTok là-dessus, je me disais purée, il y a des œuvres qui ont l'air vraiment bien, j'ai envie d'aller voir ça, etc. J'ai réussi à avoir une réservation, j'y vais, etc.
J'arrive dans la rotonde, donc super contente. Je vois une œuvre de Fischer hyper intéressante avec un cartel qui explique très bien le but de cette œuvre et qui explique un petit peu tout ça, de pourquoi elle est... Enfin, qui explique bien tout ça, quoi. Une bonne médiation dans la toute première salle, un lieu qui est quand même sublime avec la fresque du bâtiment d'origine qui fait du coup forcément tout le tour de la rotonde, une lumière sublime avec la verrière. Je me dis super, allons dans les autres galeries de la fondation. La première, qui est au rez-de-chaussée, est dédiée à un seul artiste et tu as un énorme panneau explicatif à l'entrée qui t'explique un petit peu la carrière de l'artiste, ses buts et ce qu'il peut faire comme œuvre et dans quoi il est engagé, etc. etc. Donc, je m'aventure dans cette galerie, je vois les œuvres, je me dis waouh, un panier de basket en mode lustre, c'est trop stylé, etc. etc. Et je m'aperçois très très vite que vis-à-vis des œuvres elles-mêmes, il n'y a pas vraiment d'explication. Je me dis bon, en soi c'est pas tellement grave parce que le panneau du début de salle était suffisamment clair pour comprendre un petit peu les buts de l'artiste, même si j'aurais voulu en savoir plus sur ces djembés avec des chats dessus, par exemple, tu vois. Donc j'avais des petits questionnements et je commençais à être un tout petit peu frustrée parce que j'avais pas les informations que je voulais avoir. Mais bon, je continue ma visite. Et là, on arrive à une galerie qui explique certaines choses, une galerie qui expose plusieurs articles, qui explique certaines choses. Et je me rends très vite compte que si tu ne connais pas un petit peu l'histoire de l'art contemporain, actuel, ça peut être un petit peu compliqué de comprendre ce panneau explicatif qui est un panneau général pour la galerie qui expose plusieurs artistes. Je me dis, enfin là dans cet exemple, il fallait connaître le contexte de la crise de la peinture dans l'art contemporain pour un peu mieux comprendre ce cartel. Sachant que je demande à mon copain s'il a compris, il n'a pas compris ce qui a été expliqué, donc je me dis, c'est pas très bon signe. Et puis on s'avance dans la galerie, et là, surprise, pas de cartel, ou alors en fait ils sont cachés sur des piliers qui sont excentrés, et tu as seulement auteur, titre, date, matière, et aucune explication. Ce qui fait que je me suis retrouvée moi-même, étudiante en histoire de l'art, perdue face à des œuvres où je ne savais pas comment les... Enfin, je pouvais les regarder, les apprécier pour ce qu'elles étaient, mais moi je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière et je ne pouvais pas et je n'y arrivais pas par mes propres moyens et par mon éducation. Donc bon. Donc forcément je commence à être un petit peu frustrée. Et puis après, j'ai vite compris qu'ils étaient un petit peu dans une idée de white cube, donc c'est-à-dire une œuvre sur des grands pans de mur blancs, et puis là, dans ces théories-là, en fait, c'est vraiment d'être devant l'œuvre et d'apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est, sans forcément être influencé par un cartel qui est à côté, ou des explications, etc. Mais j'ai été un petit peu frustrée. Alors, ok, ils nous donnaient un espèce de petit livret où certaines œuvres étaient expliquées, où c'était un petit peu plus développé, etc. Mais finalement, sur tout ce qui était exposé, c'était peu. Et moi, ça m'a beaucoup manqué de médiation, ce qui fait que, en fait, au bout d'un moment, j'ai été saoulée. Voilà. Surtout qu'après, du coup, je me suis renseignée sur la fondation, etc. Parce que je me dis, c'est quand même un milliardaire, quoi, qui a investi là-dedans. Je me fais pas trop d'idées non plus, même si en écoutant etc. ses interviews, il a l'air de effectivement beaucoup aimer l'art contemporain actuel et il est en contact avec des artistes, etc. Ok, mais on va pas se le cacher, investir dans l'art, ça te permet d'être défiscalisé, j'arrive jamais à prononcer ce mot. Ça te permet t'es défiscalisé. C'est bien, mes arguments perdent tout intérêt vu que je n'arrive pas à prononcer mon mot, mais t'as compris, donc tu vois, forcément tu penses un peu à cet aspect-là quand tu vois ce genre de choses,
Et surtout quand dans ses interviews il dit qu'il a envie de faire découvrir au public des artistes peu, voire pas connus sur la scène française ou en France tout court, pas forcément connus non plus des personnes éduquées sur l'histoire de l'art, ou même des personnes totalement lambda face à l'histoire de l'art. Sauf que comment tu veux faire connaître quelqu'un qui n'est pas connu dans un pays sans mettre de médiation à côté? Enfin voilà, c'est ça je ne comprends pas très bien. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'a vraiment frustrée quand j'y suis allée, même si les œuvres sont magnifiques, que effectivement l'architecture est super belle, que oui, comme tout le monde, j'en ai fait un TikTok et j'en ai fait un petit post Instagram, mais pour moi c'était hyper important d'en parler, et je te conseille aussi l'article de Marianne qui parle du traitement des agents de surveillance dans ce lieu. C'est pas seulement propre à la Fondation Pinault, hein, il y a aussi ça dans d'autres institutions. Mais c'est vrai que bon, ça fait pas forcément une très bonne pub, et je te conseille voilà, de t'informer là-dessus et de lire cet article. Mais du coup, ouais, j'étais quand même un peu déçue. Après, à voir si les médiateurs, si tu réserves comme au Palais de Tokyo un médiateur, à voir si c'est gratuit ou non. Mais je rappelle quand même qu'en plus, l'entrée du musée est assez chère. Et que je trouve pas ça juste de payer autant pour se retrouver face à des œuvres où tu comprends rien et où t'as pas d'explication sur elles. Donc ça c'est un peu ce qui m'a saoulée, clairement, même si c'est un très beau lieu, on va pas se le cacher, c'est magnifique, mais la médiation, ça c'est vraiment le gros point, la médiation et le traitement des agents d'accueil, hein, accessoirement, ça peut être pas mal quand même, hein. Voilà, je te laisserai lire l'article, mais voilà, ça c'était vraiment le gros point que je voulais souligner avec la bourse du commerce. En tout cas, si tu veux la visiter, parce que les œuvres sont quand même cool, et que tu as entre 18 et 25 ans, pense à faire sur leur site la carte 18-25 qui te permet en fait après 16 heures de rentrer gratuitement dans le musée et de pas payer, je te mettrai les prix, de toute façon j'ai dû te les mettre avant, et de pas payer du coup ces sommes pour rentrer dans le lieu. Ça permet aussi d'obtenir des invitations à divers événements, j'ai pas encore testé ce que ça vaut, j'ai pas encore trop creusé là-dessus, mais voilà, ça te permet de rentrer gratuitement après 16 heures, ce qui est quand même pas mal, notamment pour avoir aucune médiation, enfin aucune, il y en a un petit peu, il y a le livret dans la rotonde. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, alors c'est des grands panneaux généraux et parfois que tu comprends pas forcément très bien si tu t'y connais pas du tout en histoire de l'art et que t'es totalement inconnu à ça. Donc voilà. Et je pense que sur ça, on va pouvoir finir ce bilan culturel qui a dû être un petit peu long. Donc moi je te retrouverai dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand parce que là je suis beaucoup prise par mon mémoire, mais on se retrouvera à un moment. On se retrouve dans une prochaine vidéo, salut!